évêques de la République démocratique du Congo ont rendu public le 19 février une déclaration faisant suite à leur assemblée plénière extraordinaire qu'ils ont tenue du 15 au 17 février dernier. Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque coadjuteur de Kinshasa, administrateur apostolique de Mbandaka Bikoro et de Bokongo Ikela, mais aussi vice-président de la conférence épiscopale nationale de son pays, analyse pour nous cette déclaration en commençant par répondre à la question de savoir si leur rencontre s'est passée dans la cohésion dans l'Union. Monseigneur Ambongo. Nous, on a toujours travaillé dans la cohésion dans l'Union, comme dans toute assemblée qui se respecte. On a des points de vue et puis on discute jusqu'au moment où on se met d'accord sur une orientation et c'est ça qui devient le point de vue de tout le monde. Vous dites dans votre déclaration, corps du Christ, l'Église n'est pas inféodée à aucune organisation politique. C'est une sorte d'autodéfense? Vous savez, depuis la première marche du 31 décembre, il y a eu des commentaires, des insinuations allant dans le sens les évêques sont divisés, mais tel ou tel évêque n'est pas d'accord avec la marche, etc. Notre message, c'est pour dire l'épiscopat congolais, c'est comme le corps mystique du Christ. Cet épiscopat, comme nous l'avions déjà dit, n'est ni divisible, ni dédoublable. C'est un corps qui fonctionne comme tout corps qui se respecte et les évêques sont toujours d'accord sur l'essentiel de leur mission. Sur l'essentiel, vous parlez aussi d'un éveil de conscience du peuple congolais. Vous pensez que c'est à la suite du travail des évêques et de vos déclarations? Nous pensons que nous y sommes pour quelque chose, avec nos déclarations, avec notre grand programme éducation civique et électorale. Nous pensons que petit à petit, le peuple congolais est en train d'évoluer. J'ai même l'impression que le seul qui ne voit pas le changement chez le peuple, c'est la classe politique. Mais la réalité est là. Le peuple congolais qui est là aujourd'hui n'est plus le même qu'on pouvait manipuler à volonté hier. C'est un peuple qui a pris conscience de sa dignité et qui est prêt à donner le meilleur de lui-même pour vivre digne. Monseigneur, dans votre déclaration, vous parlez de 5 constats douloureux. D'abord, la répression sanglante des marches pacifiques, on en a déjà parlé, la campagne de dénigrement et de diffamation de l'Église catholique et sa hiérarchie. Nous en avions parlé dans une de nos interviews. Il y a aussi l'extension inquiétante des zones d'insécurité, l'application sélective et biaisée des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre et la polémique autour de la machine à voter. Revenons sur le troisième point, l'extension inquiétante des zones d'insécurité. Surtout les cas qui se passent maintenant à l'Ituri et aussi on parle maintenant des provinces de Kwango et du Kwilu avec la présence surtout d'éleveurs étrangers. Ce qui se passe dans l'Ituri, vous l'avez évoqué, ça nous inquiète beaucoup. Des tueries, on ne peut pas proprement parler d'un conflit intertribal, il n'y en a pas dans l'Ituri. Mais il y a des phénomènes que nous qualifions d'étranges. Des gens qui sont là, on ne sait pas d'où ils sont venus et qui se livrent à des exactions. Devant ces phénomènes, on a l'impression que le peuple est livré à lui-même parce qu'il n'y a personne qui donne la bonne réponse aux questions du peuple. De la même manière, dans un pays qui se respecte, le phénomène de tous ces éleveurs avec des troupeaux de bœufs aux cornes énormes qu'on voit maintenant dans le Kwango et un peu dans le Kwilu là-bas. Mais la moindre des choses dans un pays qui se respecte, c'est de communiquer, informer le peuple. Voilà les gens qui sont là, voilà leur identité, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Mais là, le peuple se lève un matin et constate que ces gens sont là. Qui sont-ils? Où ils vont? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Personne ne dit rien. Évidemment, ça inquiète le peuple et ça nous inquiète en tant que pasteurs. Devant cette situation en Ituri et problème d'éleveurs étrangers et qui sont armés, vous vous posez la question de savoir à qui profite cette déstabilisation du pays. Certainement, si ces gens ont quitté, on ne sait pas où, il y en a qui parlent de la région, je ne sais pas si c'est vers Ouvira ou quelle partie de l'Est, s'ils ont traversé avec autant de troupeaux. Vous savez qu'au Congo, les routes n'existent pratiquement pas, où il y a des ponts qui sont cassés, il y a des grandes rivières à traverser. S'ils ont pu faire ça jusqu'ici, au Kwango, qui est tout à fait à l'ouest, ça signifie qu'ils l'ont fait avec l'accord des autorités. Ils ont été accompagnés par une puissance, une main noire. Sinon, nous ne pouvons pas imaginer comment ils sont partis de là. Ils ont traversé sans doute les Kasaï, mais personne n'a jamais signalé leur passage dans ces provinces. Et puis, subitement, on le voit,
à partir du Kwango. Il y a de quoi nous inquiéter. Et il s'approche aussi de la capitale Kinshasa alors? Dangereusement, il s'approche de Kinshasa et c'est là que tout le monde se demande, étant donné qu'on ne connaît pas l'identité de ces éleveurs, mais s'inquiète. Dans le cinquième point de vos constats douloureux, vous parlez aussi de la polémique autour de la machine à voter pour les prochaines élections. Nous avions, durant notre assemblée plénière extraordinaire, eu l'occasion d'entendre le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, nous parler de cette machine, comme il a déjà fait à plusieurs circonstances. Mais nous, comme pasteurs, n'étant pas du domaine, n'étant pas des techniciens, nous avons émis notre réserve sur cette question qui suscite plus de suspicions. Et notre inquiétude, c'est qu'en utilisant cette machine, on risque d'ouvrir largement les portes aux contestations post-électorales. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas unanimité dans la classe politique autour de l'utilisation de cette machine. Pourquoi prendre le risque de recourir à une machine qui risque de jeter du discrédit sur le résultat des élections de demain? Revenons maintenant aux recommandations. Parmi ces recommandations, notamment le parachèvement des mesures de décrispation du climat politique dans votre pays. Cette question était au centre des échanges pendant le dialogue qui a conduit à l'accord de la Saint-Sylvestre. Tout un chapitre sur la décrispation. Mais depuis lors, le gouvernement recourt à cette notion de décrispation selon que ça lui convient. Mais nous pensons qu'il y a de personnalités tellement emblématiques, si on ne les prend pas en considération dans les mesures de décrispation telles que le gouvernement est en train de le dire, mais ça n'aura pas d'impact sur l'opinion. Il y a des personnalités emblématiques qui étaient nommément citées dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Tant que ces personnes ne sont pas concernées par la décrispation, le gouvernement aura beau libérer des prisonniers d'opinion politique, mais ça n'aura pas l'effet escompté. C'est ce que nous craignons. Dans vos recommandations, vous demandez aussi aux autorités d'annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques. Et pourtant, il y a déjà une autre manifestation qui est prévue le dimanche prochain, le 25 février. Vous demandez aussi d'arrêter les poursuites et les menaces à l'endroit des organisateurs de marches pacifiques, et notamment des marches pacifiques des chrétiens. Pour la simple raison que l'édit d'interdiction des marchés qui est imposé au peuple est anticonstitutionnel. Et dès lors, le peuple ne peut pas se sentir concerné par quelque chose qui viole la Constitution. En plus, des marches prévues jusqu'à maintenant, ce sont des marches qui vont dans le sens de la Constitution. On ne réclame que l'organisation, la tenue des élections pour une transition pacifique, démocratique dans notre pays. Comme d'habitude, vous demandez au peuple congolais de demeurer debout et vigilant. Mais le peuple a fait l'expérience que lui et lui seul peut mieux défendre ses intérêts. Il ne peut plus compter sur la classe politique pour défendre ses intérêts. C'est pourquoi nous exhortons le peuple à rester debout et vigilant pour veiller à ses intérêts. Dans la conclusion de votre déclaration, vous dites que la République démocratique du Congo appartient à tous ses fils et filles. Qu'est-ce que vous attendez par là? Il suffit de voir la réalité, ce qui se passe actuellement dans notre pays. Il y a une catégorie de personnes, une infime minorité, qui considère le pays comme son patrimoine privé et qui s'est tapé un train de vie qui heurte la misère du peuple. Si vous comparez, nous avons l'impression que cette petite minorité qui a tout, qui vit bien, est même déconnectée de la réalité de son peuple qui souffre. Et des fois, quand vous entendez de grands responsables au niveau du pays parler du Congo comme si c'était un pays qui fonctionnait bien, où les choses allaient mieux, le peuple vivait bien, mais on se pose des questions, est-ce que nous parlons du même pays? Monseigneur, je reviens à la même question que je vous pose chaque fois et même aussi au président de la conférence épiscopale de votre pays. Est-ce que cette fois-ci vous serez entendu? Mais nous sommes des prophètes. Le rôle du prophète, c'est d'alerter, c'est de réveiller lorsqu'il y a un danger à l'horizon. Le prophète peut être écouté, tout comme le prophète ne peut pas être écouté. Mais cela ne nous décourage pas. Nous pensons quand même que notre peuple écoute la voix de ses pasteurs.
Et pour nous, c'est la chose la plus importante. Même si la classe politique, de façon globale, n'est pas portée à écouter les alertes du pasteur, mais tôt ou tard, ils se feront rattraper par l'histoire. Comme conclusion de cet entretien, c'est de revenir aussi à votre conclusion où vous rendez hommage aux morts, aux blessés et vous exprimez votre proximité et votre compassion aux familles éprouvées. Là, c'est important si vous pouvez aussi le faire encore maintenant. Les 2 marches organisées jusqu'à maintenant par le comité laïque de coordination ont été réprimées, comme vous le savez. Il y a eu de morts, il y a eu de blessés, il y a eu de dégâts et tout ça, ça a jeté certaines familles dans le désarroi. Je voudrais ici exprimer toute notre proximité, notre sollicitude pastorale à ces familles éprouvées et à ces familles qui ont eu de blessés graves, selon les cas, pour leur dire justement que leur combat est un combat qui est appelé à porter de fruits pour le grand bien de l'ensemble, qui ne se décourage pas. Parce que la cause qui est ici poursuivie, c'est une cause noble et le Seigneur, maître de l'histoire, finira par donner de fruits à cet effort qui est en train d'être fait. Je disais tout simplement à toutes ces familles éprouvées, toute notre admiration, notre compassion et notre proximité pastorale. C'était Monseigneur Fridolin Ambongo Besungu, archevêque coadjuteur de Kinshasa et vice-président de la conférence épiscopale nationale de la République démocratique du Congo. Propos recueillis par Jean-Pierre Bodjoko. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.